Le silence de la salle d'audience était plus lourd que le granit de ses murs. Mais pour moi, Marie, il était assourdissant. Mes mains tremblaient légèrement, posées sur mes genoux, un geste que je m'efforçais de cacher. Comment en étais-je arrivé là, après tout ce temps? 20 ans, ça n'est pas rien. 20 ans d'un effacement voulu, d'une vie construite pierre par pierre, loin des éclats et des ombres de cet homme, Julian Hart, et me voilà, assise au fond de cette salle pleine à craquer, convoqué par les fantômes. Le juge, un homme aux cheveux blancs, imposant que l'on appelait Albright, je crois, ou Albee, peu importe. Il lisait, d'une voix grave et posée, des noms, des chiffres, des clauses qui sonnaient creux à mes oreilles. Béatrice Lefebvre, la maîtresse, l'héritière, l'image même de tout ce que Julien avait toujours voulu, était assise au premier rang, droite, arrogante, sûre d'elle. Elle portait une robe que l'on aurait dite taillée dans un rêve et des diamants qui étincelaient, cruels, sous les lumières. Elle pensait avoir gagné, je le savais. Son sourire satisfait, les regards complices qu'elle échangeait avec les requins en costume autour d'elle, tout disait « C'est à moi tout ça ». Tout je t'aime. Et pendant un instant, une fraction de seconde, je l'ai cru. J'ai cru que j'étais venu pour rien, que c'était une dernière humiliation. Puis, la voix du juge a coupé court aux litanies de donations et de legs secondaires. Il a parlé de l'actif principal. Des 10% pour Madame Lefebvre, accompagné d'un murmure dans la salle, d'un ricanement étouffé, d'un rire nerveux. Ce n'était pas 100%, ni 50%, ce n'était que 10%. Béatrice est devenue livide, sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. C'était trop beau, trop parfait pour être vrai pour elle. Son avocat a paniqué, il feuilletait frénétiquement ses papiers, le visage pâle. Pour elle, c'était la fin du monde. Pour moi, j'étais encore dans le flou, mon esprit rattrapant les 20 dernières années, essayant de comprendre ce qu'il se passait réellement. J'avais l'impression que la terre se dérobait sous mes pieds. Puis le juge a pris un autre document, un dossier plus ancien, jauni sur les bords. C'est là que j'ai senti mon cœur s'emballer. La disposition des 90% restants des Industries Hart n'est pas régie par ce testament, a-t-il déclaré. Elle est soumise à un instrument juridique irrévocable préexistant, un accord de fiducie et de propriété qui précède la fondation de l'entreprise elle-même. Un choc m'a traversé, une sensation étrange et familière à la fois. Un document plus ancien? Quel genre de... Mon esprit a commencé à s'embrouiller, à chercher dans les tiroirs poussiéreux de ma mémoire. J'avais l'impression qu'on m'arrachait à une torpeur de 20 ans. Ce nom, Industry Hart, ce n'était pas... Non, impossible. Les avocats d'affaires ont commencé à chuchoter, leur visage affichant une confusion palpable. C'était quoi ce carabia juridique? Julien s'était toujours présenté comme l'unique fondateur, le génie derrière cet empire tentaculaire. Béatrice était blême, ses jointures blanches alors qu'elle s'agrippait à la table. « Quel accord? Je suis sa partenaire depuis 8 ans. Il m'a tout dit. Il n'y a pas d'autre accord, a-t-elle crié, sa voix perçante. Le juge l'a ignoré, ses yeux parcourant l'ancien document. Ce tribunal a été sollicité pour désesceller et appliquer cet instrument au décès de M. Hart. Il s'agit d'une charte de fondation pour une société holding nommée Innovation LP. Innovation LP, là, tout a basculé. Le juge a continué, mais les mots n'étaient plus que du bruit. Des images, des sons, des odeurs se sont bousculés dans ma tête. La pluie, la même pluie battante que ce jour-là. Ce jour où Julien a brisé mon monde, il y a si longtemps, ou a mis mes lunettes. Je me revois dans cet appartement, le nôtre, ou ce que je croyais être le nôtre. Les lumières de Lyon floues derrière la vitre, je serrais ce petit bâton blanc, les 2 lignes roses, la confirmation irréfutable. Enceinte, non seulement enceinte, mais de jumeaux.
Le médecin avait eu cette expression mêlant choc et admiration ce matin-là. Un garçon et une fille, j'espérais. Pierre et Sophie. Un instant de joie pure, fulgurante, m'avait inondé. Julien et moi étions mariés depuis 2 ans. Une romance éclair, un conte de fées, disais-je à ma meilleure amie, Valérie. Il était brillant, ambitieux, absolument captivant. Un homme destiné, pensais-je, à conquérir le monde. Nous allions avoir une famille. Je l'attendais, le bâtonnet de plastique enveloppé dans un mouchoir au fond de ma poche, mon cœur battant la chamade. Quand Julien est enfin rentré, secouant la pluie de son chair imperméable, son visage était une masque de froide détermination que je ne lui avais jamais vue. « Marie, a-t-il commencé, sans même prendre la peine de m'embrasser. Il faut qu'on parle. » La joie dans ma poitrine s'est transformée en glace. Il s'est dirigé vers le petit bureau près de la fenêtre où se trouvait sa maillette. Il ne me regardait pas, mais la ville en contrebas, ce paysage d'opportunités qu'il revendiquait déjà comme le sien. « On m'a offert un partenariat dans l'entreprise, » a-t-il dit, sa voix monocorde. « C'est une étape majeure, le genre d'opportunité qui vous assure une vie entière. Il y aura des dîners, des galas, du réseautage, une certaine image à maintenir. » « Julien, c'est merveilleux, » ai-je dit, m'avançant vers lui. « On devrait fêter ça. Et j'ai aussi une nouvelle, la plus incroyable des nouvelles. » « Laisse-moi finir. » Il m'a coupé, se tournant vers moi. La chaleur que j'avais toujours trouvée dans ses yeux avait disparu, remplacée par une lumière froidement pragmatique. Cette vie, celle que je m'apprête à embrasser, exige un certain type de partenaire. Quelqu'un de libre, qui puisse évoluer dans les bons cercles sans complications. Le mot a flotté dans l'air entre nous. Complication. Ma main a instinctivement glissé sur mon ventre encore plat. « Qu'est-ce que tu dis? » »« Je dis que ça ne marche plus, » a-t-il lâché, ses mots secs et brutaux. Ce mariage, cette vie, c'était un tremplin, Marie. Je suis sur la route principale maintenant, et c'est une route que je dois parcourir seul. La pièce a commencé à tourner. J'entendais le sang rugir dans mes oreilles, un son qui couvrait le tambourinement de la pluie. Un tremplin. Julien, je suis ta femme, je t'aime. On a construit cette vie ensemble. Tu appelles ça une vie? Il a ricané, faisant un geste vague vers notre modeste appartement. C'est un kit de démarrage, je passe aux choses sérieuses. Les larmes coulaient sur mon visage alors que la terrifiante réalité de ces mots s'abattait sur moi. Il me quittait, juste comme ça. J'ai sorti le test de grossesse de ma poche, ma dernière carte désespérée. Mais tu ne peux pas. Julien, je suis enceinte. Il a regardé le test, puis mon visage. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir une lueur de quelque chose, du choc, peut-être même de la peur, mais elle a disparu aussi vite qu'elle était apparue, remplacée par cette même détermination glaciale. Alors il est encore plus impératif que nous mettions fin à cela maintenant, a-t-il dit doucement, sa voix une caresse venimeuse. C'est une complication que je ne peux tout simplement pas me permettre. Il a ouvert sa mallette et en a sorti un unique document plié et un stylo. Des papiers de divorce, déjà préparés. Je serai généreux, a-t-il dit comme s'il discutait d'une transaction commerciale. Je te donne l'appartement et de quoi t'en sortir quelques mois, mais tu n'utiliseras pas mon nom et tu ne me contacteras jamais. L'enfant ou les enfants sont ta responsabilité. Il a ensuite sorti un autre document séparé, une seule page de texte juridique dense. Et ça, a-t-il dit, le poussant sur la table, c'est une formalité, une renonciation à tout intérêt futur dans mes entreprises commerciales. Une rupture nette. Mes avocats l'ont rédigé. Signe-le et tu auras le règlement. Il m'a aussi tendu une enveloppe scellée. Ceci est un instrument personnel, un cadeau d'adieu pour tes ennuis. Engourdi, brisé et complètement vaincu. J'ai regardé l'homme que je pensais connaître et n'ai vu qu'un étranger. L'amour de ma vie était un monstre. À travers un voile de larmes, j'ai griffonné mon nom là où il m'avait montré. Je n'ai pas lu les mots. À quoi bon?
Il m'effaçait et il détenait tout le pouvoir. Il a pris les papiers de divorce signés, laissant l'autre document et l'enveloppe scellée sur la table. Il n'a pas regardé en arrière en ramassant son manteau. « Au revoir, Marie », a-t-il dit, et il est sorti me laissant seul avec la tempête, le silence et les 2 minuscules battements de cœur qui étaient désormais les miens, et les miens seulement. Le conte de fées était terminé. Un long et difficile chemin venait de commencer. Je me suis effondré sur le sol, mes sanglots perdus dans le son de la pluie, serrant l'enveloppe scellée qui ressemblait plus à une insulte qu'à un cadeau. Les premières années ont été un flou de nuits sans sommeil, de changements de couches et d'une peur rongeante constante. Mary Hart est redevenue Mary Lutfalla, se débarrassant à nouveau du nom de l'homme qui l'avait jeté comme un vulgaire déchet. L'argent de son règlement était une bagatelle, à peine suffisant pour 6 mois, et encore moins pour élever 2 enfants. L'appartement qu'il m'avait si généreusement laissé était une location, et le bail se terminait en 1 an. J'étais seul, mes propres parents étaient décédés des années auparavant, et Julien m'avait systématiquement coupé de mes quelques amis, les jugeant pas assez ambitieux. En regardant mes 2 magnifiques bébés, Pierre et Sophie, dormir paisiblement dans leur berceau partagé, je savais que le désespoir était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Le feu de l'amour maternel a brûlé les dernières de mes larmes et a forgé quelque chose de nouveau à leur place, de l'acier. Je me suis installé dans une petite ville abordable, à plusieurs régions de là, un endroit où personne ne connaissait mon histoire. J'ai pris 2, parfois 3 petits boulots à la fois, serveuse, femme de ménage dans des bureaux, mise en rayon la nuit. Chaque euro économisé était précieux. Chaque instant éveillé non passé avec mes enfants était consacré au travail. L'enveloppe scellée que Julien m'avait donnée est restée scellée, rangée dans une boîte de vieilles photos. Je ne pouvais pas la supporter, la considérant comme l'ultime insulte condescendante d'un homme que je méprisais désormais. Quand Pierre et Sophie ont commencé l'école, j'ai utilisé les précieuses heures de la journée pour étudier. Je me suis inscrite à des cours en ligne au collège communautaire, d'abord en gestion d'entreprise, puis en arts culinaires, canalisant ma passion pour la pâtisserie dans une compétence concrète. Les nuits tardives n'étaient plus remplies d'inquiétudes, mais de manuels scolaires et de mains saupoudrées de farine. J'ai commencé petit, vendant des gâteaux et des pâtisseries de ma minuscule cuisine à des cafés locaux. Ma réputation a grandi. Les gens adoraient mes créations, non seulement pour leur goût, mais pour le cœur que j'y mettais. En 5 ans, j'avais économisé suffisamment pour un acompte sur une petite boutique délabrée dans la rue principale. Je l'ai appelée le pain des jumeaux. La boulangerie est devenue le cœur de la communauté. J'étais là avant le lever du soleil, mes mains pétrissant habilement la pâte, et j'étais là longtemps après le coucher du soleil, équilibrant les comptes. Pierre et Sophie ont grandi dans cette boulangerie. Ils faisaient leur devoir à une petite table dans un coin, l'air rempli du parfum de la cannelle et du chocolat fondu. Ils ont appris la valeur du travail acharné, non pas par des leçons, mais en regardant leur mère bâtir un empire à partir de rien. 20 ans ont passé. La petite boulangerie s'est étendue au bâtiment adjacent. Le pain des jumeaux est devenu une marque régionale très appréciée, avec 2 autres succursales dans les villes voisines. Je n'étais plus la femme brisée que Julien avait abandonnée. J'étais une femme d'affaires respectée, un pilier de ma communauté et une mère fière et aimante. Pierre étudiait le droit à l'Université d'État, un jeune homme calme et intense avec le sens de la justice de sa mère. Sophie était une artiste en herbe, un esprit libre avec une loyauté féroce envers sa famille, fréquentant une prestigieuse école d'art grâce à une bourse. Ils connaissaient la vérité sur leur père, non pas une version édulcorée, mais l'histoire brute et douloureuse de son abandon. Cela ne les avait pas rendus amers, mais avait plutôt lié les 3 d'entre nous en une unité incassable. Un après-midi d'automne croustillant, alors que j'emballais un gâteau de mariage personnalisé, un homme en costume impeccable est entré dans la boulangerie.
Il semblait étrangement déplacé parmi le décor chaleureux et les doux arômes. « Vous êtes Madame Marie Lutfalla ?» a-t-il demandé, son ton formel. « Je suis Marie, » ai-je dit, essuyant mes mains sur mon tablier. L'homme m'a tendu une enveloppe nette de taille légale. « Vous avez été assigné, » a-t-il dit, puis il a tourné les talons et est parti sans un mot. Avec des doigts tremblants, j'ai ouvert l'enveloppe, mon cœur cognant contre mes côtes, en lisant le jargon juridique. C'était une convocation, un avis formel de me présenter à l'audience testamentaire du dernier acte de Julian Hart. Il était mort subitement, une crise cardiaque massive à l'âge de 48 ans. La pièce a semblé basculer. Après 20 ans de silence absolu, 20 ans d'être un fantôme, il m'avait tiré de nouveau dans son monde. Une froide terreur mêlée à une bouffée de vieille colère m'a envahi. Sa maîtresse, une femme nommée Béatrice Lefebvre, souvent éclaboussée dans les magazines mondains, demandait à être nommée seule exécutrice de son vaste domaine. La convocation était une formalité juridique notifiant tout héritier potentiel. J'ai failli jeter la lettre. Qu'est-ce qu'il pouvait bien avoir à me dire maintenant? Quel jeu morbide jouait-il d'outre-tombe? Mais cette nuit-là, en regardant mes enfants, maintenant de jeunes adultes au seuil de leur propre vie, je savais que je devais y aller. Non pas pour moi, non pas pour l'argent, mais pour eux, pour les 2 enfants qu'ils n'avaient jamais rencontrés, jamais reconnus, jamais aimés. C'était le chapitre final d'une histoire qu'il avait commencée 2 décennies auparavant, et je serais là pour la voir se terminer. La convocation est restée sur mon comptoir de cuisine pendant 3 jours, un rectangle blanc d'appréhension dans ma vie par ailleurs ordonnée. Je n'avais pas encore dit aux jumeaux, comment aurais-je pu? Comment expliquer que le fantôme qui avait hanté leur vie exigeait maintenant ma présence? Mon premier instinct fut de l'ignorer, de la jeter au feu et de faire comme si elle n'était jamais arrivée. Le monde de Julien, avec ses affaires impitoyables, ses finances à haut risque et ses relations dignes des tabloïds, était un univers bien loin de ma boulangerie chaleureuse et de la vie tranquille que j'avais si difficilement bâtie. Je ne voulais pas en faire partie. Mais le nom du cabinet d'avocats sur l'entête, Dubois, Flandrin et Gambier, est remué un faible souvenir. Ce n'était pas le cabinet dont Julien avait fait partie quand il m'avait quitté. C'était un nom plus ancien, plus établi. Poussé par une curiosité que je ne pouvais réprimer, je les ai recherchés. Le cabinet était ancien, l'un des plus vieux de la ville, connu pour gérer de vieilles fortunes et des fiducies familiales complexes. Cela semblait d'un choix étrange pour un raider d'entreprise moderne comme Julien. Juste au moment où j'allais fermer l'ordinateur portable, mon téléphone a sonné. C'était un numéro masqué. « Madame Lutfalla » a demandé une voix rauque. « Oui, qui est-ce? » « Mon nom est Monsieur Dubois. Je suis associé principal chez Dubois, Flandrin et Gambier. J'espère que vous avez reçu notre correspondance concernant la succession de Monsieur Julian Hart. » Mon échine s'est raidie. « Oui, et avec tout le respect que je vous dois, Maître Dubois, je n'ai aucun intérêt dans la succession de Monsieur Hart. Son monde n'a rien à voir avec le mien. » Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. « Mademoiselle Lutfalla, Marie, j'ai connu votre père. J'étais un jeune associé quand il a demandé conseil à mon cabinet il y a de nombreuses années. C'était un homme brillant, un innovateur. C'était inattendu. Mon père, professeur d'ingénierie, était décédé 1 an avant même que je rencontre Julien. C'était une âme académique douce qui bricolait sans fin dans son garage. « Mon père ?» ai-je demandé, confuse. « Oui, c'est pourquoi je vous exhorte personnellement à assister à la lecture. Je comprends votre réticence. Croyez-moi, j'ai suivi la carrière de Monsieur Hart au fil des ans. Mais je dois vous faire comprendre que votre présence n'est pas une simple formalité. Elle est essentielle. » Sa voix était imprégnée d'une étrange urgence. Avant que je puisse le questionner davantage, un autre appel a retenti. J'ai regardé l'écran. C'était un numéro de Paris. Par pressentiment, j'ai mis Maître Dubois en attente. « Allô, est-ce Marie Lutfalla? »
La voix était perçante, polie et dégoulinante de mépris. C'était une voix habituée à obtenir ce qu'elle voulait. C'est bien elle. Ici Béatrice Lefebvre, a annoncé la femme, comme si je devais être honoré. Je suis sûr que vous savez qui je suis. J'appelle à propos de cet avis juridique ridicule que vous avez reçu. Laissez-moi être parfaitement clair. Vous n'êtes pas la bienvenue. Le passé de Julien est mort, et vous aussi, en ce qui concerne sa vie. Quelle que soit cette tentative pathétique d'obtenir de l'argent, cela ne fonctionnera pas. La succession est à moi. Restez à l'écart ou mes avocats vous enterreront sous des litiges que vous ne pouvez pas vous permettre. Me comprenez-vous, petite boulangère? L'audace pure, la condescendance venimeuse ont provoqué une bouffée de colère en moi. La peur et la confusion que j'avais ressenties ont été consumées par une pure rage froide. La petite boulangère avait survécu 20 ans sans rien du tout de la part de Julian Hart. J'avais bâti une vie, une entreprise et une famille de mes propres mains. Merci pour votre appel, Madame Lefebvre. Ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Votre préoccupation a été notée. Je vous verrai au tribunal. J'ai raccroché avant que Béatrice ne puisse répondre et je suis revenu à l'autre ligne. Maître Dubois, j'ai changé d'avis. Dites-moi quand et où. Commentaire personnel de Marie. C'est fou, n'est-ce pas? Comment une simple convocation peut faire ressurgir tout un passé qu'on croyait enterré, oublié. À ce moment-là, au téléphone avec Béatrice, je ne pensais même pas à l'argent, ni à une quelconque revanche. C'était une question de dignité. Cette femme, elle représentait tout ce que Julien avait choisi d'être, superficielle, impitoyable. Et le fait qu'elle se permette de me menacer, de m'appeler petite boulangère, après tout ce que j'avais traversé, après avoir élevé mes enfants seuls, bâti ma vie de mes propres mains, ça a été la goutte d'eau. C'était absurde et en même temps totalement libérateur. On ne peut pas effacer 20 ans de lutte, 20 ans de travail acharné, comme ça, d'un revers de main, juste parce qu'on a le compte en banque de quelqu'un d'autre. Non, cette fois, j'allais me tenir debout. Pour moi, pour Pierre et Sophie, mais surtout pour cette Marie d'il y a 20 ans, brisée sous la pluie. J'allais lui montrer qu'elle n'avait pas été brisée en vain. Fin du commentaire personnel. Ce soir-là, j'ai fait asseoir Pierre et Sophie à la table de cuisine familière. L'odeur du pain refroidissant flottant encore dans l'air. J'ai étalé la convocation entre eux et j'ai tout expliqué. La nouvelle de la mort de Julien, la convocation, l'étrange appel de l'ancien avocat et l'appel menaçant de sa maîtresse. Le visage de Pierre s'est durci, sa mâchoire serrée dans une ligne protectrice qui me rappelait tellement mon propre père. Elle t'a menacé. Après tout ce qu'il a fait, Sophie, toujours la plus émotive des deux, a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Maman, tu n'es pas obligée de faire ça. On n'a besoin de rien de lui. On t'a, toi. C'est tout ce qui a toujours compté. Je sais, ma chérie, ai-je dit, serrant sa main. Et je n'y vais pas pour l'argent. J'y vais parce que pendant 20 ans, il a fait comme si vous n'existiez pas. Il a essayé de nous effacer. Et cette femme, sa partenaire, pense qu'elle a le droit de me menacer, de me traiter de rien. J'ai regardé mes deux enfants incroyables, la preuve vivante, respirante d'un amour que Julien avait tenté de jeter. Il n'aura pas le dernier mot. C'est nous qui l'aurons. Nous allons entrer dans cette salle d'audience et nous allons leur montrer ce qu'il a jeté. Nous le ferons avec dignité et force. Nous le ferons pour nous. Un silence de compréhension a régné entre nous. Il ne s'agissait pas d'un héritage. Il s'agissait de clore un chapitre douloureux à nos propres conditions. Il s'agissait de nous tenir ensemble en tant que famille. Les quelques semaines qui ont suivi ont été comme un vieux disque rayé. Je pensais sans cesse à ce qui allait se passer. Je me sentais bizarre, un mélange de fébrilité et d'une étrange paix. Je ne savais pas ce que j'allais trouver, mais je savais que cette fois, je n'étais pas seul. Quand j'étais jeune, je m'imaginais ma vie comme un roman, une grande histoire. Quand Julien m'a quitté,
J'ai cru que mon livre était refermé, les dernières pages déchirées. Mais j'avais continué à écrire, même sans m'en rendre compte, chapitre après chapitre, avec le doux parfum de la pâte levée et le rire de mes enfants à un fond sonore. J'avais construit une autre histoire, la mienne, et cette fois, elle était solide. Mon père, quand j'étais gamine, me disait toujours, les mains pleines de cambouis et le visage sali par la suie de son atelier. Marie, ne te fie jamais aux apparences. Ce qui brille le plus n'a pas toujours le plus de valeur. Il parlait des métaux qu'il travaillait, mais je crois qu'il avait déjà compris la leçon avant moi. Julien brillait, il éblouissait, mais sa valeur, elle était à revoir, et la mienne, construite dans l'ombre et le silence, elle était à toute épreuve. C'était ça, la vraie richesse, non? Ce que personne ne pouvait te prendre. Je suis allé dans ma chambre et j'ai sorti une vieille boîte poussiéreuse du fond de mon placard. À l'intérieur, sous des photos fanées de mes parents, se trouvait l'enveloppe scellée que Julien m'avait donnée toutes ces années auparavant. Pour la première fois, je n'ai ressenti aucune douleur en la regardant, seulement une froide détermination. J'ai pris l'enveloppe et l'autre document juridique qu'il m'avait laissé et les ai placés dans mon sac à main. Quel qu'il soit, il faisait une partie de l'histoire, et j'étais enfin prête à en entendre la fin. Le trajet vers Paris fut un voyage dans le temps. Tandis que l'horizon familier s'élevait devant nous, un nœud d'anxiété se resserra dans mon estomac. C'était la ville de Julien, un monument de béton et de verre à l'ambition qui l'avait consumé. Chaque immeuble imposant semblait nous narguer, un rappel du monde dont j'avais été exilé. Pierre conduisait, sa main ferme sur le volant, son expression illisible. Sophie était assise à l'arrière, esquissant frénétiquement sur son carnet, canalisant son énergie nerveuse sur la page. Je les ai regardés, mes enfants, maintenant âgés de 20 ans. Ils étaient adultes, forts et compatissants. Les deux meilleures parties de ma vie, ils étaient de ma victoire. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, j'avais déjà gagné. Nous avions réservé une chambre dans un hôtel modeste, un contraste frappant avec l'opulence 5 étoiles que Julien avait sans aucun doute préféré. J'avais insisté pour tout payer moi-même. Je n'accepterais rien de sa succession, pas même une allocation de voyage ordonnée par le tribunal. J'ai choisi ma tenue avec soin, une simple robe bleu marine bien coupée, élégante mais discrète. C'était l'uniforme d'une femme confiante, qui avait réussi et ne devait rien à personne. Pierre portait un costume sombre, ressemblant plus à un jeune avocat qu'à un étudiant. Et Sophie portait une robe noire gracieusement simple, son flair artistique ne se manifestant que dans un collier en argent unique qu'elle avait elle-même conçu. Nous étions les Lutfala, un front uni. Le tribunal d'instance était logé dans un vieil et imposant bâtiment de granit et de marbre. Ces grands halls résonnants étaient conçus pour intimider, pour faire sentir l'individu petit et insignifiant. Tandis que nous marchions vers la salle d'audience désignée, nous avons senti le changement d'atmosphère. L'air devint épais de l'odeur de parfum cher, de cuir et de droit. Des murmures nous ont suivis dans le couloir. Qui sont-ils? Je ne savais pas que Julien avait d'autres parents, et puis nous l'avons vu. Béatrice Lefebvre se tenait au centre d'une petite foule sycophante, faisant la cour comme une reine. Elle était exactement telle qu'elle apparaissait dans les magazines, grande, incroyablement mince, drapée de vêtements de créature et dégoulinante de diamants qui étincelaient cruellement sous les lumières du palais de justice. Son visage, un chef-d'œuvre de subtilité cosmétique, a enregistré un éclair de surprise, puis s'est durci en un masque de pur mépris en me voyant, moi et les jumeaux. Elle nous a délibérément tourné le dos, un rejet clair et public. Le message était évident, vous n'avez pas votre place ici. J'ai ressenti un tremblement de mon ancienne insécurité, le sentiment d'être la file du mauvais côté de la voie. Mais j'ai ensuite senti la main de Pierre sur mon bras, une pression stable et rassurante. J'ai levé les yeux et j'ai rencontré son regard, et j'ai vu ma propre force s'y refléter. Nous avons pris nos places au fond de la salle d'audience, une petite île dans une mer de fines rayures et de soie. La salle était bondée,
D'un côté, il y avait les acolytes d'entreprise, des hommes au sourire de prédateurs et aux yeux froids. De l'autre, les amis de Béatrice, des femmes de la haute société qui nous regardaient, mes enfants et moi, comme si nous étions une mauvaise odeur. Au premier rang, Béatrice était assise à côté d'un avocat élégant et coûteux. Elle s'est penchée et lui a murmuré quelque chose, et il a jeté un coup d'œil à ma famille, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Un vieil homme aux yeux bienveillants et à la posture légèrement courbée s'est approché de nous. « Madame Loutfala » a-t-il demandé doucement. « C'était Monsieur Dubois. »« Oui, » ai-je répondu, serrant sa main tendue. « Je suis si content que vous soyez venu, » a-t-il dit, son regard se posant brièvement sur Pierre et Sophie avec une expression de profonde sympathie. « S'il vous plaît, ne vous laissez pas intimider par cette atmosphère. Écoutez simplement, c'est tout ce que vous avez à faire. » Il m'a fait un petit signe de tête rassurant avant de se retirer à une place de l'autre côté de l'allée. La porte de la chambre du juge s'est ouverte et un huissier a appelé. « Tout le monde debout !» Un juge imposant aux cheveux blancs est entré et a pris son siège. Le très honorable juge Albright préside. Asseyez-vous. La salle est devenue silencieuse. Le juge Albright a examiné les documents devant lui, son expression sévère. Nous sommes ici pour la lecture du dernier testament de Julian Hart. Je suis conscient qu'il s'agit d'une succession très médiatisée et que les émotions peuvent être vives. Je ne tolérerai aucun éclat. C'est compris? Un murmure d'assentiment a traversé la pièce. Béatrice s'est assise un peu plus droite, un sourire suffisant et possessif sur son visage. C'était son couronnement. J'ai pris une profonde inspiration, mon cœur battant un rythme régulier et défiant. J'étais prête. Les fantômes du passé étaient tous rassemblés dans cette pièce, et il était temps de leur faire face. Le juge Albright a ajusté ses lunettes et a pris l'épais document relié professionnellement qui représentait la somme de la vie de Julian Hart. L'air de la salle d'audience était électrique d'anticipation. Pour les requins d'entreprise, il s'agissait du sort d'un empire de plusieurs milliards de dollars. Pour Béatrice Lefebvre, il s'agissait de la validation de toute son existence. Pour moi, il s'agissait d'une fin. Ce document, a commencé le juge, sa voix résonnant dans la salle silencieuse, est le dernier testament de Julian Hart, daté du 12 mars de cette année. Il a été vérifié et est juridiquement contraignant. Béatrice a soupiré. La date était récente, bien après le début de son règne en tant que partenaire de Julien. Elle a jeté un regard triomphant par-dessus son épaule vers le fond de la salle. Un dernier ricanement silencieux vers moi. Le juge a commencé par les legs habituels. Un don considérable à son alma mater. Plusieurs millions d'euros à une éminente fondation artistique dont les membres du conseil d'administration, assis au premier rang, ont hoché la tête avec une satisfaction maussade. Il y avait des dons en espèces plus petits, mais toujours substantiels à son conseil d'administration et à son personnel. À chaque nom lu, un autre vautour était satisfait, et la tension entourant l'héritage principal augmentait. L'avocat de Béatrice lui a tapoté la main de manière rassurante. Tout cela était une procédure standard, des trivialités avant l'événement principal. Maintenant, a continué le juge Albright, tournant une page, nous en venons à la question des effets personnels et des propriétés. Il a lu une liste stupéfiante par son opulence. Une villa en Provence, un appartement terrasse sur les Champs-Élysées, une collection de voitures de sport rares, un yacht amarré à Saint-Tropez. Comme prévu, chaque article était légué à ma partenaire bien-aimée, Madame Béatrice Lefebvre. À chaque mot, le sourire de Béatrice s'élargissait. Ses amis derrière elle échangeaient des regards complices. Tout se passait comme prévu. Elle était maintenant officiellement l'une des femmes les plus riches du pays. Je la regardais, un étrange sentiment de détachement m'envahissant. Je ne ressentais aucune jalousie, seulement une curiosité clinique. Cette femme avait bâti sa vie sur les fondations de ma douleur, et elle était si béatement, arrogamment inconsciente des fissures sous ses pieds. Pierre était assis à côté de moi, rigide, avec une fureur silencieuse.
Sophie avait arrêté d'esquisser et regardait Béatrice avec le regard analytique intense d'une artiste, comme si elle gravait ce portrait d'avarice dans sa mémoire. Finalement, le juge Albright a annoncé, son ton changeant presque imperceptiblement, nous abordons la disposition de l'actif principal de M. Hart, sa participation majoritaire dans Industries Hart et ses filiales. C'était le moment. Toute la salle retint son souffle. Industries Hart était un titan, un conglomérat mondial tentaculaire valant des milliards. C'était le Grand Prix. Béatrice se pencha en avant, ses yeux brillants. Le juge s'éclaircit la gorge. Le testament stipule, à ma partenaire Béatrice Lefebvre, je lègue ma participation restante de 10% dans Industries Hart, ainsi que tous les dividendes et droits de vote associés. Un halètement collectif traversa la salle d'audience. 10%. Le visage de Béatrice s'affaissa. Le sourire triomphant disparut, remplacé par un masque d'incrédulité stupéfaite. Elle se tourna vers son avocat, les yeux écarquillés de panique. 10%? C'est impossible. C'est une erreur, a-t-elle sifflé, sa voix, un murmure perçant qui porta dans la salle silencieuse. Son avocat semblait tout aussi déconcerté. Ça doit être une erreur de copie, a-t-il murmuré en retour, feuilletant frénétiquement sa propre copie des documents. Le juge Albright a levé les yeux, son regard sévère. Madame Lefebvre, je vous ai prévenu au sujet des éclats. Il a ensuite baissé les yeux sur le testament. Il n'y a pas d'erreur. Le testament est très précis. 10%. Il a fait une pause, laissant le poids des mots s'imprégner, ce qui nous amène au reste de la succession. Le juge a mis de côté le testament principal et a pris un dossier différent. Il était plus ancien, ses bords légèrement jaunis. La disposition des 90% restantes des Industries Hart n'est pas régie par ce testament. Au lieu de cela, elle est soumise à un instrument juridique irrévocable préexistant, un accord de fiducie et de propriété privée qui précède la fondation de l'entreprise elle-même. Les avocats d'entreprise ont commencé à murmurer entre eux, leur visage marqué par la confusion. Un accord préexistant? De quoi parlait-il? Julien s'était toujours présenté comme l'unique fondateur, le génie singulier derrière l'Empire. Béatrice était pâle, ses jointures blanches alors qu'elle agrippait la table. « Quel accord? J'ai été sa partenaire pendant 8 ans. Il m'a tout dit. Il n'y a pas d'autre accord. » Le juge Albright l'a ignoré, ses yeux parcourant l'ancien document. Ce tribunal a été sollicité pour désesceller et appliquer cet instrument au décès de M. Hart. Il s'agit d'une charte de fondation pour une société holding nommée Innovation LP. Il a levé les yeux vers les visages stupéfaits de la salle d'audience. Selon ce document, Innovation LP était l'entité originale qui détenait les brevets et le capital d'amorçage de la technologie qui allait finalement devenir Industries Hart. M. Hart a été nommé directeur général, ayant droit à un généreux salaire et à une participation de 10% pour son rôle de gestionnaire. Les 90% restants, la participation majoritaire, devaient être détenus en fiducie pour l'unique propriétaire principal d'Innovation LP. Le juge a fait une pause, son regard balayant la salle avant de se poser avec un poids délibéré et profond sur la femme assise tranquillement au fond de la salle. Il a regardé directement Marie, une femme envers qui M. Hart avait un devoir fiduciaire contraignant, la fondatrice et actionnaire majoritaire, Madame Marie Lutfalla. La salle d'audience, qui avait bourdonné d'un faible brouhaha d'anticipation, tomba dans un silence profond et soudain. Les mots du juge Albright, à ma partenaire Béatrice Lefebvre, je lègue ma participation restante de 10%, semblaient planer dans l'air, refusant de se dissiper, une hallucination auditive collective que personne ne pouvait tout à fait traiter. L'esprit de Béatrice devint vide. Le sourire triomphant sur son visage ne tomba pas tant qu'il ne se figea pas, un masque grotesque de joie qui ne correspondait plus au script.
Son cerveau tenta frénétiquement de réorganiser les mots en une phrase qui aurait un sens. 100%, il a dû dire, ou peut-être que 10% doit être donné à une œuvre de bienfaisance, et le reste, 10%. Sa voix, censée être un murmure aigu à son avocat, sortit en un croassement étranglé qui résonna dans le calme surnaturel. « C'est impossible! C'est une erreur! » Son avocat, un homme connu pour son calme inébranlable, semblait avoir été frappé. Il tâtonna avec sa copie du testament, son visage pâlissant alors qu'il balayait le texte. Il ne put trouver aucune erreur. L'encre était claire, le langage précis. Une vague de choc et de confusion se propagea dans la pièce. Les requins d'entreprise échangèrent des regards perplexes et calculateurs. Y avait-il un héritier secret? Une prise de contrôle hostile d'outre-tombe? Julian Hart avait été un homme de contrôle absolu. Cela ressemblait à une erreur déroutante, inhabituelle. Le juge Albright leva les yeux du testament, son regard balayant la pièce, froid et autoritaire. « Madame Lefebvre, je vous ai mise en garde contre les éclats. » Il a ensuite mis de côté le document épais et moderne avec un air de finalité. « Il n'y a pas d'erreur dans le testament. Il est très précis. » Il a ensuite tendu la main vers un dossier différent, un qui avait été posé séparément sur son pupitre. C'était un dossier plus ancien, plus mince, ses bords jaunis par le temps, tenus par un simple cordon. Le contraste était frappant. L'un était l'héritage que Julien avait publiquement façonné, l'autre un secret qu'il avait enterré. « Ceci, » annonça le juge, son ton changeant, devenant plus lourd d'un poids historique. « Est-ce parce que la disposition des 90% restants des Industries Hart n'est pas et n'a jamais été régie par le testament personnel de M. Hart. Au lieu de cela, elle est soumise à un instrument juridique irrévocable préexistant, un accord de fiducie et de propriété privée qui précède la fondation des Industries Hart elle-même. J'ai ressenti un étrange coup, une lueur de quelque chose de profond dans ma mémoire. Au fond de la salle d'audience, j'étais assise parfaitement immobile, une statue dans une mer de tumulte. Alors que Béatrice paniquait, j'essayais simplement de respirer. Le juge dénoua le cordon du vieux dossier avec une prudence délibérée. Ce tribunal a été sollicité par les fiduciaires, le cabinet Dubois, Flandrin et Gambier, pour déceler et appliquer cet instrument au décès de M. Hart. C'est la charte de fondation d'une société holding établie il y a 21 ans. La société s'appelait Innovation LP. LP, les initiales flottaient dans l'air et pour moi, c'était une clé tournant dans une serrure au plus profond de mon esprit. Un torrent de souvenirs fragmentés, dormant depuis 2 décennies, commença à déferler. Mon père dans son atelier garage, l'odeur de la soudure et de l'ozone dans l'air, son visage illuminé par la joie de la découverte. Il brandissait un circuit imprimé, expliquant avec une excitation essoufflée l'algorithme de compression de données révolutionnaire qu'il avait perfectionné. « Ça va tout changer, Mary », m'avait-il dit. « La façon dont nous stockons et envoyons l'information. » Un autre souvenir. Mon père, quelques semaines plus tard, étalant des papiers juridiques sur notre table de cuisine. Une demande de brevet. « Tu signes ici en tant que copropriétaire », avait-il insisté. « Tu es mon inspiration, ma chérie. Et d'ailleurs, nous devons toujours le garder en famille. » Innovation LP, Innovation Marie Lutfala. Mon propre nom entrelacé avec l'héritage de mon père. Selon ce document, la voix du juge coupa ma rêverie, me ramenant à la salle d'audience électrisée. Innovation LP était l'entité originale qui détenait les brevets et le capital d'amorçage de la technologie qui allait devenir le fondement des Industries Hart. Monsieur Julian Hart, un jeune cadre prometteur à l'époque, a été nommé directeur général de cette société holding. Béatrice était maintenant debout, la main de son avocat repoussée. Quel accord? De quoi parlez-vous? Julien était le fondateur. C'était son génie, sa vision. Le juge Albright ne la regarda même pas. Il continua comme si elle n'avait pas parlé. Monsieur Hart a été autorisé à exploiter cette propriété intellectuelle pour fonder une nouvelle entreprise.
En échange de son expertise de gestion et de sa gérance à vie, il a reçu un généreux salaire et une participation de 10% dans l'entreprise. Les 90% restants, la participation majoritaire de tout ce qui a suivi, devait être détenu en fiducie pour l'unique propriétaire principal d'Innovation LP. La pièce était maintenant d'un silence absolu, chaque personne se penchant en avant, captivée par la narration inexorable du juge. Ce n'était pas seulement une lecture de testament, c'était une exhumation. Mon cœur battait contre mes côtes, un tambourinage frénétique et sauvage. Je sentais la main de Pierre trouver la mienne, sa poigne serrée et rassurante. Sophie, de l'autre côté, était figée, ses yeux d'artiste grands ouverts, absorbant chaque éclair d'émotion, chaque nuance du drame qui se déroulait. Le juge Albright fit une pause, levant les yeux de l'ancien document. Son regard balaya les visages stupéfaits des membres du conseil d'administration, la bouche béante de l'avocat de Béatrice, Béatrice elle-même, qui se tenait maintenant tremblante, Charles Toine. Une statue de rage et de confusion. Ses yeux traversèrent toute la longueur de la salle d'audience, jusqu'à ce qu'il se poste avec un poids délibéré et profond sur la femme oubliée, assise tranquillement au fond de la salle. Il regarda directement Marie, une femme envers qui M. Hart avait un devoir fiduciaire contraignant à vie. La fondatrice bénéficiaire et actionnaire majoritaire à 90%, Mademoiselle Marie Lutfala. Pendant un seul instant suspendu, le monde s'est arrêté. Le nom, mon nom, résonna dans le hall de marbre, imprégné d'un pouvoir que je n'avais jamais connu. Puis, du fond de la pièce vint le son. Cela commença par un halètement étouffé, puis se déchira de la gorge de Béatrice. Un hurlement rauque et guttural de pure dénégation animale. Non! Le cri brisa le décorum de la salle d'audience. C'était le son d'un univers s'effondrant. C'est un mensonge, une contrefaçon, hurla-t-elle, son corps tremblant violemment. Elle pointa un doigt tremblant, orné de diamants, vers moi. Son visage était un masque contorsionné d'incrédulité et de haine. Il m'a quitté pour une raison, parce qu'elle n'était rien, une petite boulangère. Il a tout bâti. C'était son travail, sa lutte, c'est à moi. Le juge Albright frappa son marteau, le claquement sec comme un coup de feu. « Madame Lefebvre, je vous ferai tenir pour outrage. » Mais il était trop tard. La pièce était tombée dans le chaos. Au milieu du pandémonium, mon esprit, étrangement clair, effectuait un dernier calcul horrifiant. Mes mains, bougeant d'une volonté propre, fouillèrent dans mon sac à main, mes doigts frôlant les 2 morceaux de papier que j'avais portés pendant 20 ans. L'enveloppe scellée semblait lourde, un dépôt d'anciennes douleurs. Avec des doigts tremblants, je la déchirai. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettres, mais un unique certificat d'action orné. Il s'agissait de 900 actions d'une société appelée Innovation LP. Cachée derrière, une petite note pliée, écrite de l'écriture arrogante et inclinée de Julien. Je l'ai dépliée. Considérez cela comme une indemnité de départ. Je doute que vous soyez assez intelligente pour savoir ce que ça vaut. Le souffle me quitta le corps dans une bouffée douloureuse. La cruauté époustouflante, l'arrogance. Il ne m'avait pas seulement jeté, il m'avait nargué, me faisant son nom, me faisant miroiter les clés de tout son royaume, confiant que je n'y verrais rien de plus qu'un morceau de papier sans valeur, une insulte finale. Mes doigts tremblants se posèrent sur l'autre document, celui qu'il avait glissé sur la table dans cet appartement balayé par la pluie, celui que j'avais signé à travers un voile de larmes. Ce n'était pas une renonciation. L'entête que je n'avais jamais pris la peine de lire était claire, accord de fiducie et de gestion. Ma signature n'était pas un renoncement. C'était une nomination. J'avais formellement et légalement nommé Julian Hart comme gérant de ma propre entreprise. Sophie a dit plus tard, « Je l'ai vu, maman. J'ai vu la femme quand le juge a dit ton nom. » Ses yeux brillants d'une intensité particulière, elle était assise dans la salle, son carnet posé sur ses genoux, mais elle ne dessinait plus. Elle est devenue transparente.
comme un fantôme. Toute sa force, son arrogance, ça s'est évaporé en une seconde. Pour Sophie, qui observe le monde avec une sensibilité d'artiste, Béatrice s'était soudainement effacée, une créature de lumière sans substance. Je me suis dit, elle a cru en un château de sable, et le vent l'a emporté. Sa perspective, la sienne si pure et dénuée de tout désir de vengeance, réduisait tout à sa forme la plus simple. Elle avait vu l'éclatement de la superficialité. Elle avait vu une âme se défaire. L'avocat âgé, maître Dubois, apparut à mes côtés, sa présence une encre calme dans la tempête. Il parla doucement, sa voix n'étant que pour moi. Votre père était un homme brillant, mademoiselle Lutfala, mais il était prudent. Il a vu l'ambition de Julien et n'y a pas entièrement fait confiance. Il a fait rédiger cet accord par mon cabinet pour protéger son héritage et vous protéger. Julien l'a signé, désespéré de mettre la main sur les brevets. Son hubris fut de croire que vous n'en découvririez jamais la vraie nature. J'ai levé les yeux des papiers accablants et révélateurs dans mes mains. J'ai vu Béatrice enfin s'effondrer sur sa chaise, son corps secoué de sanglots hystériques et silencieux, tandis que son avocat tentait de la consoler. J'ai vu les membres du conseil d'administration regroupés frénétiquement, leurs visages cendreux. J'ai vu l'empire que Julien avait bâti, non pas comme son monument, mais comme une maison qu'il avait construite dans mon jardin, tout en me disant que j'étais sans abri. Julien ne m'avait pas laissé une fortune. Il m'avait laissé une mise en ordre, et c'était maintenant, et cela avait toujours été, à moi de le diriger. Le moment où le marteau du juge Albright est tombé, pour la dernière fois, le barrage de civilité forcé du tribunal s'est brisé. Un tsunami de bruit s'est abattu sur nous alors que les journalistes qui se cachaient dans la galerie se sont précipités en avant. Les flashs stroboscopiques éclairent comme des éclairs, transformant la scène en une série de photos dures et décolorées. Les questions hurlées sont devenues un rugissement incohérent. J'ai instinctivement bougé pour protéger Pierre et Sophie, mes bras formant une barrière protectrice, tandis que M. Dubois nous guidait à travers la cohue vers une sortie privée. Nous avons aperçu une dernière image brûlante de Béatrice Lefebvre affalée dans sa chaise, une poupée de porcelaine évidée, abandonnée dans les décombres de sa propre vie. La tempête nous a suivis. Des camions de presse campaient devant notre hôtel, leurs paraboles pointées comme des armes. Mon visage, un nom que personne ne connaissait ce matin-là, était maintenant affiché sur toutes les chaînes d'information et tous les sites web. Les titres étaient une frénésie d'hyperbole. La boulangère milliardaire, l'héritière cachée de Hart, l'amante obtient ses justes desserts. De retour dans l'anonymat tranquille de notre chambre d'hôtel, l'irréalité pure de la journée est descendue. Pendant un long moment, nous sommes restés tous les trois là. Le rugissement étouffé de la ville, une bande-son lointaine à notre choc silencieux. Sophie a été la première à bouger, s'enfonçant sur le bord d'un lit et laissant échapper un long soupir tremblant. Pierre se tenait près de la fenêtre, le dos tourné à la pièce, ses épaules rigides alors qu'il regardait la ville tentaculaire qui était maintenant impossiblement la nôtre. J'ai regardé mes enfants, les deux ancres de ma vie. « Vous allez bien tous les deux ?» ai-je demandé, ma voix plus douce que je ne l'avais voulu. Pierre s'est retourné, ses yeux brûlants d'une lumière protectrice féroce. « Est-ce que nous allons bien, maman? Et toi? Pendant 20 ans, tu as porté ça? Tu as tout construit pour nous à partir de rien pendant qu'il jouait au roi sur un trône volé. » La colère dans sa voix n'était pas pour les années de luxe perdu, mais pour les années de lutte que sa mère avait endurées seule. Sophie a sorti son carnet de croquis, ses mains bougeant avec une énergie frénétique. « Je n'arrête pas de la revoir », a-t-elle murmuré, sans lever les yeux. Le visage de cette femme quand le juge a dit ton nom. Ce n'était pas seulement du choc, c'était de l'évaporation, comme si elle réalisait qu'elle avait toujours été un fantôme. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux grands ouverts avec une admiration naissante. « Il ne t'a jamais vaincu, maman.
Même quand nous n'avions rien, il ne t'a jamais vraiment vaincu. Dans cette petite chambre d'hôtel générique, entourée de la famille que j'avais forgée dans les feux de l'abandon, j'ai senti les derniers tremblements de choc céder la place à un calme profond et inébranlable. Ce n'était pas une loterie que j'avais gagnée, c'était une mise au point. C'était l'univers qui équilibrait enfin ses comptes. Je me suis dirigé vers Pierre et j'ai posé une main sur son bras. Il ne nous a pas vaincus parce que notre fondation était réelle. Ai-je dit, ma voix imprégnée d'une nouvelle autorité tranquille. Elle était basée sur l'amour et le travail acharné. La sienne était basée sur un mensonge, et les mensonges, aussi grandioses soient-ils, finissent par s'effondrer. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assise dans l'obscurité, regardant la ville scintiller, non pas avec avarice, mais avec un immense sentiment de responsabilité lucide. Cet empire, bâti sur le génie de mon père et souillé par la cupidité de Julien, était maintenant mon fardeau et mon opportunité. Je ne pensais pas à l'argent, je pensais aux milliers d'employés, à l'impact de l'entreprise sur le monde et au nom que mon père m'avait confié. Mon premier appel le lendemain matin fut pour M. Dubois. Mes instructions étaient claires et précises. Je n'étais pas un ange vengeur, mais une femme d'affaires. J'ai convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration pour la semaine suivante. Entrer dans la salle du conseil des Industries Heart, c'était comme pénétrer au cœur de l'ambition de Julien. La longue table imposante était taillée dans une seule pièce d'acajou. Les chaises étaient des trônes en cuir noir. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la ville, un territoire conquis étendu aux pieds de son maître. L'air était épais de l'odeur du pouvoir, masculin et suffocant. Les membres restants du conseil d'administration, des hommes aux yeux froids et au sourire de prédateurs, étaient déjà assis. Ils me regardaient d'entrer, leurs expressions, un mélange calculé d'appréhension et de condescendance. Ils m'évaluaient, s'attendant à une veuve éplorée ou à une boulangère effarouchée qu'ils pourraient facilement manipuler. Ils ne s'attendaient pas à Marie Loutfala. Je suis entré flanqué de Pierre et de M. Dubois, et leur seule présence a modifié la dynamique de la pièce. Je n'ai pas pris la place au bout de la table, le siège de Julien. J'ai choisi une chaise sur le côté, un geste délibéré qui déclarait la mort de l'ancienne hiérarchie. « Bonjour, messieurs », ai-je commencé, ma voix résonnant avec une clarté qui commandait l'attention. Le tremblement nerveux que j'avais craint était absent, remplacé par le ton calme d'une femme qui avait affronté bien pire qu'une pièce remplie d'hommes arrogants. J'imagine que vous avez de nombreuses questions. Permettez-moi d'être direct. Au cours des 20 dernières années, j'ai bâti une entreprise à partir de zéro. Je sais ce que cela signifie de gérer une masse salariale, de gérer les stocks, de satisfaire les clients et de créer quelque chose de valeur de mes propres mains. Je ne suis pas étrangère au monde des affaires. Je suis simplement étrangère à ce genre d'affaires. J'ai fait une pause, laissant mes mots s'imprégner, mon regard rencontrant celui de chaque homme. Je ne suis pas là pour détruire Industries Heart. Je suis là pour en récupérer l'âme. Une tension palpable a rempli la pièce. Ce n'était pas le discours qu'ils avaient anticipé. Il y aura un audit complet et transparent de toutes les finances de l'entreprise avec effet immédiat. Les pratiques agressives de réduction des coûts pour lesquelles cette entreprise est devenue célèbre prendront fin. Notre objectif ne sera plus uniquement les bénéfices du prochain trimestre, mais une croissance durable à long terme, le bien-être des employés, l'innovation éthique. Nous deviendrons une entreprise qui construit, pas seulement qui acquiert, qui crée, pas seulement qui consomme. Je me suis levé, ma petite silhouette occupant l'espace. Vous avez le choix, ai-je conclu, ma voix ne laissant aucune place à la négociation. Vous pouvez embrasser cette nouvelle direction et m'aider à bâtir une entreprise dont nos enfants seront fiers. Ou vous pouvez présenter votre démission cet après-midi. Il n'y a pas de troisième option. Le silence qui a suivi fut absolu. C'était le son de toute la philosophie de Julian Hart démantelée en moins de 5 minutes. Dans les semaines qui ont suivi,
le karma de la vie de Julien a poursuivi son cours implacable. Tandis que je travaillais avec M. Dubois pour nettoyer la maison qu'il avait laissée derrière lui, le véritable état de l'héritage de Béatrice Lefebvre est devenu douloureusement public. Les dettes personnelles de Julien étaient astronomiques. Sa participation de 10% a été dévorée par les créanciers avant même qu'elle ne voie un centime. Une photo de tabloïd la montrait déménageant de l'appartement terrasse des Champs-Élysées. Les portiers qui s'inclinaient autrefois devant elle portaient maintenant impassiblement des cartons vers un simple camion de déménagement. Ses amis de la haute société, qui s'étaient précipités vers sa lumière quand elle était vive, se sont dispersés comme des insectes, chuchotant qu'ils avaient toujours su qu'il y avait quelque chose de fragile dans sa position. Elle avait été une reine dans un royaume loué, et son bail était expiré. Quelques mois plus tard, je travaillais dans mon nouveau bureau. J'avais refusé le bureau opulent de Julien, choisissant un espace plus petit et plus lumineux. Sur le mur était accrochée l'une des peintures abstraites de Sophie, un tourbillon de couleurs défiantes. Sur mon bureau se trouvait une photo des jumeaux riant à l'extérieur, le pain des jumeaux. C'était une pièce qui m'appartenait. Mon assistante a sonné. « Mademoiselle Lutfalla, il y a une Madame Lefebvre qui veut vous voir, elle n'a pas de rendez-vous. » Faites-la entrer. J'ai senti mon cœur battre calmement. Béatrice était un spectre de son ancien moi. Les vêtements de créateur avaient disparu, remplacés par une simple robe mal ajustée. Son visage était pâle et tiré, le feu arrogant dans ses yeux éteints, ne laissant derrière lui que la coquille évidée de sa fierté. Je voulais juste vous voir, balbutia Béatrice, sa voix faible. Elle regarda autour du bureau modeste, comme si elle cherchait une réponse pour comprendre. « Pourquoi faites-vous tout cela? Vous auriez pu simplement prendre l'argent et vivre sur une île pour le reste de votre vie. Pourquoi êtes-vous ici dans ce bureau à gérer tout cela? » Je me suis penché en arrière dans ma chaise, regardant la femme qui m'avait autrefois tenu en si grand mépris. Je ne ressentais aucun triomphe, aucun désir de me vanter. Je ne ressentais qu'une immense et lasse pitié. Parce que cela n'a jamais été une question d'argent, Béatrice, ai-je dit doucement. Il y a 20 ans, l'homme que vous aimiez a essayé de m'effacer. Il a pris le travail de mon père, son héritage, et l'a transformé en ce monument à son propre ego, tout en faisant comme si mes enfants et moi n'existions pas. Il pensait que je n'étais rien. Vous pensiez que je n'étais rien. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, regardant non pas un territoire conquis, mais une ville pleine de vie que mon entreprise touchait désormais. Ceci, ai-je dit, mon geste englobant tout, n'est pas une question de vengeance. La vengeance est un feu qui s'éteint, ne laissant que des cendres. Il s'agit d'héritage. Je construis quelque chose qui durera, quelque chose dont mes enfants, Pierre et Sophie, pourront être fiers d'hériter un jour. Quelque chose bâti sur l'intégrité, pas sur des mensonges. Béatrice fixa la vérité simple et dévastatrice de mes mots, qui finissaient par s'imposer. Elle avait bâti sa vie sur l'affection d'un homme qui s'était avéré aussi futile que ses promesses. J'avais bâti ma vie sur moi-même. Il n'y avait plus rien à dire. Béatrice s'est retournée et a quitté le bureau, non seulement vaincue, mais surtout devenue insignifiante. Je ne l'ai pas regardée partir. Mon regard était déjà tourné vers l'avenir. Sur mon bureau se trouvaient les chartes préliminaires d'une fondation caritative au nom de mon père, que Pierre m'aidait à rédiger. À côté, les premières esquisses de Sophie pour un nouveau logo d'entreprise, une image stylisée de 2 jeunes pousses entrelacées poussant en un arbre fort. Je ne nettoyais pas seulement une maison, j'y plantais un jardin. Ma vengeance n'était pas un seul acte flamboyant dans un tribunal. Elle était dans le travail calme, quotidien et déterminé de construire un monde meilleur que celui que Julien avait laissé derrière lui. Et aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix en acceptant tout ça, en prenant cette responsabilité colossale. La vie est rarement un chemin tout tracé, n'est-ce pas? Rien n'est parfait et rien n'est jamais vraiment terminé.
Mais c'est mon chemin. C'est notre histoire à Pierre, Sophie et moi. Une histoire qui continue de s'écrire chaque jour, avec son lot de défis, mais aussi de petites victoires et de moments simples qui valent tout l'or du monde. Qu'auriez-vous fait à ma place?